Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Focus aujourd'hui sur l'ouvrage Histoire des Algéries, des origines à nos jours. Un ouvrage dans lequel Bernard Lugan propose une lecture renouvelée de l'histoire algérienne et apporte un éclairage documenté sur les dynamiques historiques ayant façonné l'Algérie à travers les différents siècles. Pour Bernard Lugan, l'histoire officielle algérienne écrite depuis l'indépendance de 1962 fait l'impasse sur ces réalités, prenant, je cite, des libertés avec un passé qu'elle recompose, l'arabité qui nie la composante berbère du pays, celle d'une nation algérienne préexistant avant la colonisation, enfin l'unité d'un peuple levé en bloc contre le colonisateur français. Analyse de cet ouvrage ce soir dans cet invité de la rédaction avec Bernard Lugan. Vous êtes historien, spécialiste du Maghreb, également auteur de l'histoire du Maroc. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Bonsoir. Alors, pourquoi, dans le titre de cet ouvrage, qui, rappelons-le, vient d'être publié il y a quelques jours, vous avez utilisé le nom Algérie au pluriel ? Tout simplement parce que l'Algérie n'existait pas avant 1962 et parce que l'Algérie est composée d'ensembles qui sont irréductibles les uns aux autres. Ensemble géographique, ensemble politique, ensemble culturel, ensembles historiques. Et tout ceci fait que, à travers l'histoire, il y a eu des Algéries. Il y a eu les Algéries berbères, il y a eu les Algéries arabo-musulmanes, il y a eu les Algéries ottomanes, il y a eu les Algéries françaises et aujourd'hui l'Algérie algérienne. L'Algérie a été créée de toutes pièces par le colonisateur français, qui a pris la suite du colonisateur ottoman, qui était resté plus de 3 siècles. Et pendant la période ottomane, il n'y a pas eu de marche vers une cristallisation nationale, ce qui fait que lorsque la France est arrivée en 1830, l'Algérie n'existait pas. Et la France a créé l'Algérie en rassemblant ses populations et surtout en lui donnant des frontières largement en amputant le Maroc. Parce que toute la partie de l'Algérie saharienne occidentale, en fait, c'est le Maroc oriental. Toutes ces régions du Tizi-Kelt, de Saoura, Tindouf, Colombéchar, Tablabala, tout cela, c'était des régions marocaines, immémorialement marocaines, depuis des siècles marocaines. Nous avons toutes les preuves historiques. Et la France a détaché ces régions pour les donner à l'Algérie, puisque l'Algérie était composée de départements français. Et jamais l'on n'a pu penser à l'époque qu'un jour l'Algérie serait indépendante. Alors pour développer territorialement des départements français, l'on amputa le Maroc. Et au moment de l'indépendance, l'Algérie a hérité, l'Algérie est l'héritière coloniale de la France. Justement, dans vos recherches et dans cet ouvrage, vous parlez d'une Algérie qui n'avait ni nom, ni délimitation de territoire, ni un pouvoir centralisateur capable, je reprends vos propos, donc d'unifier une mosaïque de territoires épars et se constituer en un État-nation avant la colonisation française. Sur quels éléments, sur quels documents historiques vous êtes-vous basé justement pour pouvoir établir ce constat ? Écoutez, là, je ne peux pas vous les citer, j'en ai 20 pages de documentation, de bibliographie dans mon livre. Disons que le nom de l'Algérie apparaît dans les années 1838. C'est le général, c'est le ministre de la guerre français qui donne à ce qu'on appelait à l'époque les possessions françaises de cette partie de l'Afrique, le nom d'Algérie. Avant, le nom de l'Algérie n'existait pas non plus, c'était un principauté turc, c'était une région qui dépendait de l'Empire ottoman. Et auparavant, il y avait des entités importantes. Il y avait Tlemcen, il y avait Bougie, mais il n'y avait pas d'Algérie. Et ni Tlemcen ni Bougie n'ont constitué l'Algérie. Alors que au même moment, ou même avant, Fès et Marrakech ont constitué l'empire chérifien, l'empire marocain. Donc il y a, si vous voulez, cette grande différence entre ce vide politique nationale dans le Maghreb central et l'identité profondément enracinée d'une manière millénaire qu'est le vieil État marocain. Donc pas d'Algérie en tout cas avant 1962. Dans votre ouvrage... Non, oui, l'Algérie naît en 1962 lorsque la France donne l'indépendance et l'Algérie va se montrer l'héritière de la colonisation française.
l'héritière de la colonisation française dans ses frontières notamment. Parce que n'oublions pas qu'à la veille de l'indépendance du Maroc, la France avait proposé au Maroc un rétablissement frontalier partiel, notamment Colombéchar, Tindouf, etc. Et le Maroc a refusé pour ne pas donner un coup de poignard dans le dos des nationalistes algériens. Et un accord a été signé donc entre le GPRA et le Maroc. Le GPRA s'engageant au moment de l'indépendance, après l'indépendance, à entamer des négociations de rectification frontalière avec le Maroc. Or, une fois l'indépendance acquise, le GPRA a été renversé par le coup d'État de l'armée des frontières, le système algérien se met en place et les nouvelles autorités algériennes ne tiennent pas les paroles et les engagements du GPRA. Ils refusent toute négociation. Donc nous sommes là, si vous le voulez, dans une impasse parce que l'Algérie s'ancre sur l'héritage colonial français, alors que le Maroc est dans sa logique d'État millénaire. Une impasse politique, en tout cas, histoire des Algéries. Il y a cette démystification d'un récit officiel qui maquille la réalité, n'est-ce pas ? Oui, car le système algérien tire sa légitimité de la fausse histoire. La fausse histoire, c'est déjà... Alors, bien entendu, je viens d'en parler, l'Algérie qui est née en 62, mais l'autre grand thème de la fausse histoire, c'est le coup d'État de l'été 1962, quand l'armée des frontières, donc les ancêtres de ceux qui constituent le système algérien aujourd'hui, renverse le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et instaure une dictature. Alors au départ, une dictature qui va avoir un paravent civil avec Ben Bella, et très rapidement, Boumedienne va écarter Ben Bella de façon à ce que l'armée puisse prendre véritablement le pouvoir. Et l'armée n'a quasiment plus lâché le pouvoir depuis cette période de l'été 62 avec la révolution de 64-65. Donc nous sommes dans une fausse histoire, car toute la légitimité, entre guillemets, du système algérien repose sur cette fausse histoire. Et il est impossible de la remettre en cause à l'intérieur de l'Algérie. Car si cette histoire est remise en cause, c'est l'effondrement total du système. Car la population algérienne va se rendre compte que depuis 1962, on lui ment, et on lui ment au profit d'une caste qui a constitué ce système. Et donc le système est pris, il est pris à la gorge, il est pris dans la fuite en avant. Et tant qu'il n'y aura pas une nouvelle génération qui arrivera au pouvoir en Algérie, il ne sera pas question de pouvoir remettre en cause cette fausse histoire. Cette fausse histoire, c'est le pilier existentiel du système algérien. Cette fausse histoire qui a permis la construction donc d'une identité nationale algérienne. Ah oui, alors l'identité nationale algérienne existe maintenant. Elle s'est constituée contre, elle ne s'est pas constituée pour, elle s'est constituée à la fois contre le Maroc et contre la France. Supprimer la France, supprimer le Maroc, l'identité algérienne ne repose plus sur rien. D'accord. En tout cas, dans votre ouvrage, vous parlez des années 1830, où nulle part la prière n'était dite au nom d'une autorité, qu'elle soit religieuse ou politique algérienne, mais elle était faite, donc cette prière, une partie du pays à l'ouest prononçait la prière au nom du sultan du Maroc, tandis qu'à l'est, c'était au nom du sultan ottoman. Oui, c'est fondamental. C'est fondamental parce que nous sommes un pays d'islam avec la prière, le pouvoir politique et religieux qui sont confondus. Et la prière est dite au nom du souverain ou de l'autorité que l'on reconnaît. Or, comme il n'y avait pas en Algérie d'autorité dite nationale, il n'y avait pas de prière dite au nom. Alors, je reviens sur les territoires de l'Orient marocain. En revanche, dans tout le Tidikel, dans tout le Tabellala, dans toute la Saoura, dans toutes ces régions de Tindouf, la prière a toujours été dite au nom des sultans marocains, parce qu'il y avait une reconnaissance de cette autorité et de cette appartenance nationale. Ce qui n'était pas le cas en Algérie, parce que l'État algérien n'existait pas. Quel rôle justement attribuez-vous donc à la colonisation française dans la formation d'un sentiment ou peut-être d'une conscience nationale patriotique algérienne? Oui, il est évident que la conscience nationale algérienne s'est créée pour une partie de l'Algérie, pour une partie des Algériens, dans la lutte pour l'indépendance, dans la lutte contre le colonisateur.
Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette lutte contre le colonisateur, contrairement à ce que nous dit l'histoire officielle algérienne, n'était pas une lutte de l'unanimité du peuple algérien. Je donne des chiffres qui sont tout à fait étonnants dans mon livre. Il y avait au total de combattants indépendantistes contre la France. Il y en avait 30 000 qui étaient dans l'armée des frontières au Maroc et en Algérie. Et au moment où l'indépendance va être donnée, l'on estime, Ben Kheda, qui était l'un des derniers responsables du GPRA, l'estime lui-même dans son livre, à l'intérieur, il y a 30 000 combattants à peu près. Donc il y a, grosso modo, 60 000 combattants. En face, il y a 250 000 volontaires algériens dans l'armée française, à la fois tirailleurs, harkis, Mahazni, etc. Donc vous voyez, il faut encore là se baser sur des chiffres et sur des réalités. Alors le plus étonnant et le plus singulier, c'est de voir qu'en Algérie, l'association des Moudjahidines revendique quasiment 1 million d'anciens combattants. Donc nous sommes dans la manipulation totale. Nous avons d'un côté la légende et de l'autre côté nous avons les chiffres. Un ouvrage en tout cas qui propose une lecture renouvelée de l'histoire algérienne. Vous proposez donc une histoire plus ou moins renouvelée ou plutôt une histoire véridique, historique? C'est une histoire, si vous voulez, qui tord le cou à l'histoire officielle qui est véhiculée par le système algérien et par les historiens comme Benjamin Stora, qui sont alignés sur l'histoire officielle algérienne. Et là, c'est une histoire qui part du réel et non pas d'idéologie. Alors évidemment, je suis excessivement attaqué dans les médias algériens, mais c'est tout à fait normal, puisque j'attaque au cœur même, la légitimité du système algérien. Justement, quelle réaction du monde universitaire suite à la publication de cet ouvrage historique? Eh bien, l'ouvrage est sorti il y a 15 jours, donc il y a encore assez peu de réactions, mais je m'attends à des réactions très très hostiles de la part du courant africaniste français, qui est un courant aligné sur l'Algérie. Donc il est bien évident que toute l'équipe et toute l'école de Benjamin Stora et de ses collègues va attaquer mon livre avec virulence. Ça, c'est tout à fait certain. Merci en tout cas à vous. Sortir, donc il n'y a pas en dehors de la presse algérienne, qui a tout de suite attaqué mon livre, qui a bien vu que je m'en prenais aux bases même de son existence et de sa pseudo-légitimité. En dehors de la presse algérienne, il n'y a encore pas eu d'écho sur mon livre qui vient de sortir, je vous dis, il y a 15 jours ou 3 semaines. En tout cas, un livre qui restaure une vérité historique. Merci à vous, Bernard Lugard. Je rappelle que le nom de cet ouvrage, c'est « Histoire des Algéries des origines à nos jours ». Je rappelle que vous êtes historien spécialiste du Maghreb. Vous avez déjà écrit l'histoire du Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir dans cette invité de la rédaction. J'ai publié également une histoire de l'Égypte, une histoire de la Libye et une histoire globale de l'Afrique du Nord. Donc c'est une zone que je connais relativement bien. Merci à vous, Bernard Lugard. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.